Merci beaucoup pour cette vraiment très gentille introduction. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous. C'est un plaisir. Et donc, je vais aborder un des thèmes qui me sont chers, qui sont la revascularisation du syndrome coronaire chronique. Alors, je pense qu'avant tout, il faut savoir quelle est la probabilité de cette affection chez nous actuellement. Eh bien, on s'aperçoit que lorsque l'on poule l'ensemble de ces études, on voit donc en bleu, c'est la prévalence de cette maladie en 2011, en orange ou rouge, c'est la prévalence en 2019, et vous voyez qu'on a une très nette diminution du syndrome coronaire chronique actuellement par rapport aux précédentes guidelines. Et ça, c'est très important quand on va rechercher la maladie. Et c'est pour ça qu'avant de parler de sa revascularisation, je pense que comment la rechercher est un élément important. Et là, par exemple, quand on regarde ces deux petites tables qui peuvent nous servir au cours de nos consultations pour savoir si un patient a un risque ou non de maladie coronaire chronique, eh bien, vous voyez, donc là, le deuxième s'est trompé, c'est-à-dire qu'on est passé en 2013 pour cette femme qui avait 65 ans, qui avait des douleurs dans la poitrine. La probabilité en 2013 était de 58%, elle est devenue de 16% actuellement. Donc on voit qu'on a une très nette diminution de la prévalence. Et c'est vraiment très important quand on va rechercher tout ça, c'est qu'on sait que la probabilité d'un test diagnostique dépend de la prévalence de la maladie. Et lorsque la probabilité est faible, eh bien, il faut faire très attention parce que lorsque l'on réalise un test fonctionnel ou un test de recherche d'ischémie, il risque de ne pas avoir de pertinence. Donc, quand la probabilité de la maladie est très faible, il ne faut pas la rechercher. Donc ça, c'est un élément important parce qu'autrement, on va s'engager dans une routine qui ne sera pas la bonne. Et donc, pour les faibles probabilités, eh bien, il faut chercher une autre maladie. Pour les probabilités intermédiaires, donc là, on a les tests non invasifs. Et pour les fortes probabilités, on a la coronarographie. Donc voilà un petit peu ce qui était ressorti de ces guidelines de 2019. Donc maintenant, nous avons affaire à un patient qui a un angor ou une suspicion de coronarographie. Vous savez qu'en 2013, l'épreuve d'effort permettait de faire le diagnostic de cette affection et qu'en 2019, on a dégradé l'épreuve d'effort. On ne fait plus d'épreuve d'effort pour rechercher la maladie, on ne fait d'épreuve d'effort que pour suivre un patient dont on sait qu'il est coronarien. Et donc, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu des tas d'études qui ont montré que la pertinence positive, la sensibilité, la spécificité de l'épreuve d'effort est tellement faible que là encore, on risque d'être mal orienté et donc on préfère ne plus la réaliser en test initial. Et qu'est-ce qu'on a pour ces tests initiaux ? Quand on les compare, par exemple, ici à la Coro, eh bien, les grands tests, c'est le scanner, c'est l'écho de stress, c'est l'IRM de stress. Et quand on voit maintenant, quand on la compare à la FFR, eh bien, les trois qui restent, c'est l'IRM et le scanner. Donc on a, avec cette évolution de la probabilité, avec l'évolution des différentes techniques, un espèce de shift, un nouveau paradigme qui se crée dans le diagnostic. Maintenant, qu'en est-il de la revascularisation ? On sait tous que lorsque vous voulez revasculariser une lésion coronaire, il est fondamental que cette lésion entraîne une ischémie. Il ne faut pas avoir notre fameux réflexe oculosténotique et de se dire « c'est serré, donc on dilate ». Non. S'il n'y a pas de répercussion physiologique de la sténose, l'évolution du patient sera moins bonne que si on n'avait rien fait. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, dans le SCA, on sait que l'angioplastie, la revascularisation par angioplastie qui domine par rapport au pontage, eh bien on sait que ça a un impact sur la mortalité et sur le risque d'infarctus. Par contre, nombre de cardiologues et nombre d'épidémiologistes nous disent « Ok, dans le syndrome coronaire chronique, quand vous dilatez une sténose, la seule chose que vous améliorez, c'est la symptomatologie de votre patient et de ce fait, il aura moins de traitement. Mais vous n'améliorez pas la mortalité, vous n'avez pas d'impact sur les événements. » Et donc, je vais vous montrer que c'est faux. Puisque quand on compare ces trois études, et donc on compare les patients et non pas c'est des network méta-analyses, eh bien vous voyez que lorsque votre patient est dilaté
sous couvert d'une analyse physiologique, c'est-à-dire que lorsque vous dilatez une sténose qui a une répercussion physiologique, dans un syndrome coronaire chronique, vous avez une amélioration de la mortalité et le risque d'infarctus, avec une réduction qui n'est pas négligeable. Maintenant, prenons l'énorme registre suédois qui regroupe tous les patients en Suède. Et donc, pareil, ils ont fait une analyse des patients qui étaient dilatés simplement sur l'angio et des patients qui étaient dilatés en suivant la physiologie. Eh bien, on s'aperçoit que là encore, on a un gain sur la mortalité et sur l'infarctus. Donc, pour la première fois, depuis qu'on utilise la physiologie dans notre traitement, pour guider notre vascularisation, on a un impact dans le syndrome coronaire chronique sur la mortalité et sur l'infarctus. Et donc je ne parle ici que du syndrome coronaire chronique, puisque l'orateur précédent vous a bien montré que dans le syndrome coronaire aigu, ça n'avait pas la même signification. Là, on parle du syndrome coronaire chronique. Donc, quand revasculariser? Donc, vous avez votre patient qui a une symptomatologie, soit vous avez ou non documenté, avant de l'amener sur la table de coronarographie, l'ischémie. Donc, soit vous avez documenté l'ischémie, vous vous trouvez sur un patient monotronculaire, vous dilatez si vous êtes sûr que cette artère est responsable d'une ischémie. Si par contre vous tombez sur un patient multitronculaire, là, pour vous aider, vous êtes obligé de faire la FFR pour savoir quel est le vaisseau qui est responsable de l'ischémie. Quand vous n'avez pas de recherche d'ischémie auparavant, eh bien, vous devez utiliser une recherche d'ischémie, sauf si la lésion est très serrée ou si votre VG est altéré parce que c'est lié à la coronaropathie. Maintenant, le patient est asymptomatique. On regarde s'il y a eu une recherche d'ischémie. S'il y a eu une recherche d'ischémie chez ce patient asymptomatique, eh bien vous entraînerez une revascularisation lorsque l'ischémie est supérieure à 10% de la masse myocardique. Par contre, quand il n'a pas eu de recherche d'ischémie auparavant, mais que vous amenez quand même votre patient à la coronarographie, eh bien là, pareil, vous devez vous appuyer. Donc on s'aperçoit que dans chaque cas, lorsque vous êtes en présence d'un patient pluritronculaire ou lorsque vous êtes en présence d'un patient qui n'a pas eu de recherche d'ischémie auparavant, vous devez toujours réaliser une recherche physiologique. Alors, c'est la FFR, mais par exemple en France, malgré qu'elle soit remboursée, vous vous apercevez que le taux est faible. On vient de vous expliquer que c'est vachement important. Les cardiologues sont moins convaincus, c'est-à-dire que parce que c'est pratique, parce que ça rallage la coron, parce que ça a un coût. Eh bien, on a à notre disposition maintenant des systèmes qui sont non invasifs, soit par l'intermédiaire du scanner, soit par l'intermédiaire de l'angio, c'est-à-dire qu'on est capable par le scanner de faire aussi une analyse de recherche d'ischémie, et on est capable par l'angio de faire également, simplement par la coronarographie avec 2 incidences, de déterminer s'il y a ou non une ischémie sur les lésions que l'on objective. Quelle est la pertinence? Il y a eu beaucoup d'études avec le scanner, couplé à la recherche d'ischémie, et on voit que ça nous permet d'avoir des coronarographies mieux ciblées, moins de coronarographies dites blanches. Et pour l'angio-FFR, eh bien, là encore, la sensibilité, la spécificité de cette technique est tout à fait voisine de la FFR. Donc, si nos cardiologues interventionnels ne veulent pas aller jusqu'à mettre un guide dans la coronaire parce que c'est long, parce que c'est cher, etc., ils ont ces 2 techniques possibles qui sont non invasives. Maintenant, comment les revasculariser? Donc là, vous connaissez tous. Si on a 1 ou 2 lésions coronaires, on voit que l'angioplastie est toujours efficace et qu'elle est prônée pour toutes les conditions. 1 ou 2 vaisseaux avec ou non une sténose de l'IVA proximale. Le tronc commun. Le tronc commun, eh bien, vous savez, c'est plutôt le pontage, mais là encore, l'angioplastie a gagné, puisqu'on peut réaliser une angioplastie sur un tronc commun lésé, à condition que le score syntaxe soit inférieur à 33. Mais ce qui représente quand même beaucoup de nos patients avec un tronc commun. Maintenant, les patients tritronculaires. Là, bien sûr, le diabète va intervenir. On sait que ça change complètement les lésions coronaires. Eh bien, on voit que le pontage est toujours une bonne indication chez ces patients tritronculaires diabétiques ou non diabétiques. Par contre, on voit qu'on a une place sur l'angioplastie qui est lorsque il n'y a pas de diabète et que les lésions sont simples, ou bien lorsqu'il y a un diabète, mais il faut vraiment, là encore, que les lésions soient très simples et le niveau de force est plus faible. Donc, pour résumer,
on a notre patient qui a une lésion coronaire, et donc on s'aperçoit avec tout ce que je viens de vous présenter qu'il ne faut pas décider seul. Et donc il faut s'associer avec les cardiologues qui sont non interventionnels, avec également les chirurgiens cardiaques, puisqu'on voit qu'il y a toujours une place pour la revascularisation dans la chirurgie. Donc mes messages, c'est qu'on a une diminution de la prévalence du syndrome coronaire chronique. On a une place de plus en plus importante des tests d'imagerie avec un scanner qui prend une place prépondérante dans l'algorithme de décision. Et on a enfin un impact de la revascularisation sur la mortalité, sur l'infarctus dans le syndrome coronaire chronique, à une seule et unique condition, c'est de traiter nos patients en fonction de la recherche de la physiologie. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you.